conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Voilà pourquoi nous nous engageons actuellement, où les autres sont engagés avant nous, dans la politique, pour essayer de lutter pour la conservation de ces droits qui nous sont très chers. La liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Voilà donc, puisqu'il m'est demandé de parler de la participation du citoyen à la gestion de la chose publique, je parlerai surtout du Rwanda. On a dit que voilà, il y a des élections au Congo, il y a des élections au Burundi, mais moi je parlerai surtout du Rwanda. Est-ce que ça se ressemble? Est-ce qu'il y a des choses qui se ressemblent? Et il y en a certainement qui sont différentes aussi. La participation du citoyen à la gestion de la chose publique. Autrefois, quand on faisait de la philosophie, on commençait toujours par définir les termes. C'est parce que nous avons fait de là, mais la participation, qu'est-ce que ça veut dire la participation à la gestion de la chose publique? La chose publique, déjà, les autres ont parlé de ça avant moi. La chose publique, c'est la République. La participation, alors c'est participer, avoir une contribution à la gestion de la politique en fait. Quel est le rôle du citoyen dans tout ça, le citoyen rwandais, congolais ou burundais? Pour le Rwanda, je crois que la participation est fondée dans les deux premiers articles de notre constitution qui disent quoi? Le premier article, c'est quoi? L'État rwandais est une république. Puis on ajoute ses propriétés indépendantes, sociales, laïques. Est une république. Ça veut tout dire. Une république. Donc c'est déjà pas une monarchie. Quand on sait que c'est une république, alors ça certainement répéter ce que les autres ont dit avant. La république, c'est pas une monarchie. La république, voilà, c'est la chose publique. Donc c'est quelque chose qui appartient à tout le monde, à tout le peuple, à tous les citoyens. Si c'est vraiment une république, le rôle du citoyen ne sera pas très difficile à définir, puisque c'est une république. Ça aurait été une monarchie, c'est autre chose, c'était notre rôle. Puisque, en définissant les types du système politique, on définit aussi qui est le dépositaire du pouvoir. Et c'est ce que dit l'article 2 de la Constitution de 2003, qui est encore actuel au Rwanda. La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce directement par référendum ou par ses représentants. La souveraineté, cette autorité suprême qui décide pour l'avenir, pour le bien-être du peuple. La souveraineté n'appartient pas au roi, au Rwanda, ni au Congo, ni au Burundi. Il appartient au peuple. Et c'était ce que disait encore le premier article quand il parlait du principe de la République. Je finis là, je ne vais pas vous jouer avec les textes. Mais son principe, c'était quoi? C'est que c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et cette constitution a été signée par le président Paul Kagame. Ce n'est pas le feu Habyarimana qui l'a signée, c'est Paul Kagame lui-même qui l'a signée. Et c'est la constitution qui organise les pouvoirs dans notre pays. Alors, dans le deuxième article, on nous dit déjà le type de participation du citoyen. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce directement. Donc chaque citoyen peut l'exercer directement en votant dans les élections qu'on appelle les référendums. Et on les attend. Ou, indirectement, on n'a pas dit indirectement, par ses représentants. En choisissant donc des types de participation. En choisissant, en votant au référendum et en votant pour les représentants du peuple, les députés et représentants de la République. C'est la première forme de participation, les élections. Participer aux élections, à tout type d'élection. Si on ne sait pas voter, ou si on ne veut pas voter, eh bien, il manque quelque chose. Et la deuxième participation,
Deuxième type de participation, c'est d'accepter d'être élu aussi. On va voter pour des gens, on va voter pour des personnalités qui acceptent d'être élus. Alors c'est pour cela que les élections, donc pour nous, dans notre parti schéma, les élections sont essentielles. Les élections constituent une opportunité que rien ne pourrait nous empêcher de saisir. Si nous essayons de fuir le terrain, si nous essayons, disons aussi par peur certainement, par peur pour notre sécurité, nous décidons de fuir le terrain des élections, alors on n'aura pas participé, il n'y aura pas notre contribution pour le changement certainement positif de notre pays. Alors, concernant les élections qui approchent au mandat, donc il y en a au Burundi cette année, vous savez ce qui se passe, je ne sais pas ce que les autres ont dit, vous voyez tout le bazar qui est au Burundi autour des élections, mais les élections se tiendront quand même. Il y a des élections qu'on attend au Congo l'année prochaine, et des élections qu'on attend au Rwanda en 2017. Alors nous avons décidé, dans notre parti, nous avons fait un congrès, nous avons décidé d'y aller. Évidemment, je sais ce que tout le monde pense en disant, voilà, on a vu les autres partis, on sait ce qu'ils sont devenus. Avant Victoire Ingabire, il y en a d'autres qui ont été assassinés, qui ont essayé de faire quelque chose pour le changement, comme cette Dachanga, qui nous réunissons aujourd'hui aussi. Quel est notre secret? Quelle est la force que nous avons? Je veux peut-être vous dire aujourd'hui, quelle force qui nous pousse à y aller? Je ne sais pas s'il y a vraiment de secret. Mais je sais, je suis convaincu, je suis prêtre catholique et je crois. Et je marche par foi. Je ne sais pas expliquer trop la foi, mais la foi est une source de force aussi. Et en voyant l'histoire du monde, je ne suis pas plus âgé que les autres, on peut voir que toutes les décisions qui ont changé le monde, en tout cas positivement, partout dans le monde, ils ont toujours été prises par des personnes qui risquaient la mort. Que ce soit la fondation des États-Unis, que ce soit, allez partout. La Révolution française, toutes les révolutions, toutes les décisions qui ont pu changer le monde, elles n'ont pas été prises par des gens qui sont cachés pour leur propre sécurité, mais c'est des gens qui se sont exposés. Qui se sont exposés parce qu'ils défendaient une cause. Et je crois avec vous que la cause rwandaise mérite des gens qui se sacrifient pour cette cause-là. Et cette cause, c'est ce qui disait la fameuse citation de l'article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il y a des droits qui sont naturels et imprescriptibles de l'homme. Quand la liberté des gens est en jeu, quand la propriété privée est en jeu, la sûreté, alors là, on peut bouger, on peut résister contre l'oppression. C'est un droit. Et c'est un devoir aussi, de résister contre l'oppression. Si nous fuyons le terrain au Rwanda et qu'en 2017, il se présente seul, encore une fois, ou qu'il présente son fils ou sa femme, eh bien c'est parti pour 14 ans. Encore. Si en 2017, personne d'entre nous ne suit Victoire Ingabire et que tous nous cachons dans nos trous pour dire qu'il va tous nous massacrer, eh bien c'est correct, mais il manque quelque chose de très important. On n'est plus un peuple en fait. On n'est plus un peuple. Dans l'église, on disait, si une communauté ne sait pas faire des prêtres, ne sait pas produire elle-même des prêtres, eh bien cette communauté-là ne mérite pas d'être une paroisse. Et ça fonctionne dans l'église, ça. Un peuple qui ne sait pas produire des leaders, qui défendent sa liberté, qui défendent sa cause, eh bien, on peut être un peuple de serviteurs, et c'est possible. Ça fait pas longtemps qu'on l'était. Ça fait pas longtemps qu'on l'était. Il y a 2 jours, on faisait une conférence de presse, où il y avait quelqu'un de l'ambassade qui nous a dit, alors, monsieur l'abbé, vous savez, revenons quand même à la tradition rwandaise. Un chef, quand il travaille bien, tout le monde le respecte et on le laisse travailler jusqu'à ce qu'il s'essouffle. Vous voyez de qui il parle. Il faut le laisser travailler, il ne faut pas l'embêter. Bon, d'accord, très bien. Sauf qu'un chef comme celui-là, ça fait longtemps qu'on n'en veut plus. En 1959, on avait dit, ça c'était une monarchie, c'était la monarchie. On est une république, on n'est plus une monarchie. Et puis la constitution qui le coince actuellement, c'est lui qui l'a signée.
Et ce n'est pas seulement au Rwanda, c'est aussi au Burundi, c'est aussi au Congo, mais même si tous les problèmes ne se ressemblent pas vraiment. Nous savons ce qui nous attend au Rwanda, puisque c'est la question. Nous connaissons les défis qui sont là. Et on peut les résumer peut-être en citant seulement 5 points comme orientation, que vous connaissez, que nous partageons d'ailleurs. Je crois que vous n'allez pas me dire que vous connaissez le chef exercer jusqu'à la fin de sa vie. Nous savons que le terrorisme qui est là, le terrorisme d'État, qu'exerce le FPR sur le peuple rwandais, et même si les voisins, est une réalité. J'aime bien un certain Evode Uwizeyimana, qui essaie de qualifier le pouvoir rwandais, vous savez, les termes qu'il utilisait, comme un groupe de quoi? De bandits armés. Et là, il travaille quand même pour ce pouvoir, comme quoi ce pouvoir, il est quand même assez ouvert de temps en temps, si vous travaillez pour lui. Moi, je ne répéterai pas ça. Comme un groupe de bandits armés, surtout maintenant, je ne vais pas le répéter souvent, vous comprenez? Vous allez me comprendre. Mais on peut reconnaître quand même quel est le type de pouvoir qui est au Rwanda. Dire que c'est une dictature, ça ne suffit pas. Je ne sais pas ce que les autres ont dit avant moi. Dire que c'est une dictature, ça ne suffit pas. On connaît des dictatures, on les a connues même avant, mais rien de pareil. Mais le terrorisme, nous savons ce que ça signifie aujourd'hui. Et un gouvernement peut être vraiment, avoir des méthodes au moins, ce n'est pas essentiellement terroriste, mais des méthodes terroristes. Déployer toutes les forces de sécurité, l'armée, la police, et en inventer des milices pour aller terroriser la population, c'est ce que nous vivons tous les jours. Moi, je suis né là, je suis resté dans ce pays. Je l'ai quitté il y a seulement 9 ans, et j'y ai travaillé comme prêtre. On a tout vu, on a tout entendu. Alors, on ne va pas dire qu'on ne les connaît pas, le terrorisme. Et le terrorisme a un effet, c'est voulu, c'est entretenu. Quel est l'effet de terroriser le peuple? C'est de faire en sorte que les gens ne puissent plus se mettre ensemble pour réfléchir et penser à leurs intérêts ensemble. Et ça, vous le savez. Et chacun dans son coin. Quand vous êtes 2 ou 3 dans la rue à Kigali, attention, si on voit 2, 3 fois, vous avez une idéologie du génocide. Ça se passe tous les jours. Le terrorisme sert à empêcher les gens de faire de la politique. Parce que faire de la politique, c'est s'occuper justement de la gestion de l'intérêt général, du bien commun. Alors quand vous avez peur, vous vous repliez sur vous-même et vous allez chez vous, vous vous cachez. Personne n'a plus confiance en l'autre. Si vous n'avez plus confiance en personne, alors on ne fait pas de politique. Parce que si on se met ensemble, on va commencer par se soupçonner en disant il va peut-être me trahir. C'est ce qui se passe exactement au Rwanda. Et ce régime a des méthodes terroristes et pour ça. Et ça n'a pas changé jusqu'à maintenant, même si nous disons que nous y avons. Un terme qu'on utilise, mais qui est réalité vraiment, l'apartheid social, culturel, économique. Et ça, vous savez ce que ça signifie? Et l'ami m'avait dit, il y a 2 jours encore, personne ne me l'avait dit avant, il y a quand même des termes très durs. Il n'y a pas d'apartheid au Rwanda. Parce qu'apartheid, ça signifie quoi? On pense tout de suite à l'Afrique du Sud. Et encore, qu'est-ce que ça signifie apartheid? Développement, c'est pareil. Vous pouvez développer seulement un groupe et laisser tomber l'autre. C'est ce qui se passe aussi au Rwanda. On peut le nier, on peut ne pas voir les choses de la même façon, mais c'est ce qui se passe dans le domaine économique, dans le domaine culturel et dans le domaine social. Quand vous pouvez faire mémoire de vos morts et que vous empêchez aux autres de le faire, apartheid. Quand vous recrutez une catégorie de personnes ou une ethnie dans tel service, dans l'armée, dans les banques, et que les autres ne peuvent pas, apartheid. Et ça, on peut peut-être nuancer les termes, mais c'est ce qui se passe et c'est un défi important. Je ne sais pas si ça se trouve au Congo, non? Mais au Rwanda, en tout cas, ça, on sait que... Et nous sommes en Afrique, les autres, je les ai entendus au moins répondre aux questions en parlant des guerres. Et quand on dit guerre, on pense à l'armée aussi. Et on sait que l'armée est une force en Afrique. Faire de la politique sans armée, alors c'est jusqu'à maintenant, en tout cas après les indépendances, c'est pas très concevable. Quand il y a contrôle mono-ethnique de l'armée, de la police et des services de sécurité, souvent même de l'administration, de toute l'administration, alors vous comprenez que le mal-être national est là et installé. C'est ce que nous vivons tous les jours, c'est ce que le peuple vit tous les jours au Rwanda. Le contrôle mono-ethnique.
C'est pas Kagame qui commence ça. Avant, c'était comme ça aussi. Avant, c'était comme ça. Sauf qu'on ne déployait pas quand même des armées sur les collines pour terroriser les gens. Et la différence est très grande. Aujourd'hui, personne ne pourrait le nier, ni même Paul Kagame. La suppression de l'espace politique, je n'en parle pas. Ceux qui nous ont précédés en ont fait les frais. Mais cet espace-là, il ne viendra pas tout seul. J'entends mes amis qui disent non, on ne peut pas y aller si l'espace n'est pas ouvert. D'accord, très bien. Mais il ne s'ouvrira pas tout seul. Kagame ne rêvera pas un jour où on n'aura pas la force du Saint-Esprit en disant j'ouvre et tout, revenez. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut que les gens luttent et qu'ils arrachent son droit. Si nous restons tous à l'étranger, si nous restons tous dans nos trous et qu'on ne s'expose pas pour réclamer cet espace, il ne sera jamais ouvert. Et surtout que le pouvoir qui a toute la force lutte pour continuer à ce que cet espace-là ne soit pas, ouvert. La violation massive des droits et des libertés publiques, on n'en parle pas non plus. Mais surtout, vous voyez, pour empêcher les gens de faire la politique, il y a des droits spécifiques que vous supprimez. Le droit d'expression, le droit de réunion. Si vous supprimez cela, les gens ne peuvent pas se mettre ensemble pour penser à l'avenir et au bien de leur pays. Je terminerai peut-être par la diplomatie régionale. Une diplomatie belliciste et hégémoniste, je ne sais pas si le terme existe. Qu'est-ce qui produit des amis, des Congolais et des Burundais? Ils finiront certainement, si ce n'est déjà fait, par trouver que même les intérêts légitimes du peuple rwandais, c'est un danger. Oui, bien sûr. Parce que s'il faut livrer des guerres tout le temps, s'il faut abandonner la politique d'intégration pacifique pour faire la guerre tout le temps, eh bien, ça finit. Il faut s'attendre au retour de bateau. On finira un jour par être attaqué, on finira un jour par être vaincu aussi. Et c'est pour ça que les gens doivent s'engager en politique, c'est pour cela que nous disons, moi j'étais prêtre catholique, ça me suffisait amplement pour moi tout seul, pour une petite communauté qui s'appelle paroisse peut-être, je ne sais pas exactement ce que je donnais, mais je militais dans ce sens-là et ça me plaisait. Mais j'ai vécu dans ce pays-là. J'ai vécu 10 ans avec la présence du FPR, nous avons vu tout ce qu'ils ont fait, nous avons vu toutes les injustices. On sait qu'on était jeunes, je commence à vieillir aussi. Il y en a qui a dit qu'il n'y avait pas de jeunes de 40 ans, non, ce n'est plus jeune de 40 ans, ça commence à vieillir. Mais on a été là, dans ce pays. On a tout vu. On ne peut pas laisser tomber les bras comme ça tous. On dit que les partis politiques, il y en a beaucoup ici, dans l'opposition, que c'est peut-être pour cela le problème. Moi, je vous dis franchement, et je crois que mes amis de l'opposition ne m'en voudront pas, le problème n'est pas celui-là, n'est pas le nombre de partis, il n'y en a pas beaucoup. Il y a le désert plutôt, il y a un désert, tout simplement. Il n'y a pas d'homme politique qui voudrait bien s'engager, vraiment, et s'exposer pour que quelque chose puisse changer. Et ça, on peut s'entendre, on peut se comprendre. On est en Europe. Parlons de ceux qui sont en Europe, il y a des besoins qui sont déjà comblés. Pour pouvoir sacrifier tout ce que nous avons gagné difficilement, nous, on essaie de recruter, vous comprenez? Mais c'est toujours la même réponse. Pour arriver ici, ça m'a coûté très cher. Alors pour rentrer, M. Labbé, ce ne sera pas facile. Pour vous accompagner là-bas. Mais ce n'est pas pour nous seulement, c'est pour tous les partis. On a du mal à engager, on a du mal à mobiliser, on a du mal à recruter. Et on comprend, le danger est grand. Mais, comme toutes les décisions qui doivent changer le monde ne seront pas prises par des prêtres qui prient ou des religieuses, même si prier comme prêtre, comme religieux, religieuse, c'est très important. C'est pour ça que nous avons dit, que nous avons eu la messe aujourd'hui. Il faut aussi des politiciens qui s'engagent. Alors, dans notre parti, et je crois que les autres vont le faire, ils ont encore le temps aussi, nous avons décidé d'y aller, de participer à ces élections-là. Mais entre-temps aussi, on me demandait de rentrer demain, je n'accepterai pas. J'espère que d'ici là, on aura fait tout le travail nécessaire pour générer au moins un petit rapport de force. Un petit peut-être. Si c'était demain matin, moi je n'irais pas. Mais le 28 janvier 2016, quelque chose se sera passé. On espère bien, on travaille pour, et nous ne sommes pas les seuls d'ailleurs à travailler, tout le monde travaille. Même ce qu'on ne connaît pas, il y en a qui travaillent. Dans la région aussi, les pays de la région travaillent à l'avènement peut-être d'un changement
suivez l'actualité régionale, mais aussi l'actualité internationale. En 2003, quand quelqu'un, c'était Faustin, est allé être candidat aux élections, ce n'était pas comme en 2017. Pour Kagame, c'était son premier mandat, il avait lutté pour ça, il s'était battu, il avait quand même le droit de se faire élire, tout le monde comprenait. Quand Victoire est partie en 2010, oui, un changement pouvait survenir, c'est d'ailleurs qu'elle mérite beaucoup d'être partie en ce moment-là, pour montrer quel type d'évolution était là. Mais Kagame avait encore légalement un deuxième mandat à prendre. En 2017, il devra absolument peiner aussi pour y arriver. Même si vous croyez pas qu'il va le faire facilement, c'est pas facilement qu'il va le faire. Ne vous y trompez pas. Il faudra mentir, et ça a commencé. 2 millions de personnes, ils ont écrit des lettres pour dire que Kagame était le frère jumeau de Jésus-Christ. Vous n'avez jamais vu ça, vous? Frère jumeau de Jésus-Christ. Vous avez. Ça a commencé, c'est comme ça que ça commence en fait. Il doit passer par là, de dire n'importe quoi, de raconter, de faire du théâtre. Et ça, c'est pas parce qu'il est à l'aise. Ne vous en faites pas, c'est pas parce qu'il est à l'aise. Je ne dis pas que c'est moi qui vais refaire la situation. L'écoulement du temps aussi fait acquérir des droits ou les perdre. C'est un principe très très simple. Aujourd'hui, il doit payer pour continuer et après on va voir. Surtout, il faut faire quelque chose. Ce n'est pas les Américains qui vont nous sauver. Ce n'est pas les pays de la région qui vont nous sauver, c'est nous-mêmes. Il faut que nous, on puisse s'engager. Il faut que nous puissions constituer une alternative, ferme ou forte. Si nous mettons ensemble, si nous essayons de nous entraider, on peut faire quelque chose de solide. En tout cas, une alternative. Il y en a qui ont été diplomates parmi vous, il y en a qui ont servi au pays, il y en a qui savent comment ça se passe. S'il n'y a pas d'alternative, on ne va pas créer cette alternative-là. Kagame lui-même, ce n'est pas les Américains qui l'ont créé. Il s'est construit lui-même, difficilement, dans la forêt, dans les camps de réfugiés, comme nous en connaissons. Et puis dans les mouvements de rébellion, où ses copains sont morts, beaucoup de ses copains sont morts. Il aurait pu mourir aussi. Les Américains n'auront découvert que quand il était grand et qu'il avait peut-être un projet à proposer. Et qu'il servait aussi les intérêts des autres. Nous, on ne peut pas s'asseoir en disant les Américains, il faut penser à nous un jour, nous mourrons sans avoir les Américains nous sauver. Il y a un travail à faire. Je ne dis pas que ce travail suffit, mais il est essentiel. Sans alternative de notre part, il n'y aura rien. Voilà pourquoi, mes chers amis, je vous dis, nous, on va y aller. Mais on a besoin de vous. On a besoin de votre soutien. Alors, si vous ne contribuez pas, si vous ne soutenez pas, il n'y aura pas de rapport à demander et à rendre. Mais nous espérons, puisque nous défendons la même cause, on espère que, vous nous soutiendrez et qu'on pourra proposer quand même une alternative. Quant à ce qui se passe au Congo, je ne sais pas ce que les autres ont dit. On attend beaucoup du Congo aussi en 2015. J'espère que les Congolais ne vont pas laisser tomber les bras et qu'ils vont encore se lever pour demander à Kabila de partir. J'espère. Au Burundi, les choses se présentent un peu différemment. Je ne sais pas ce que les autres ont dit. Comment vous voyez les choses? J'étais au Burundi en décembre dernier. Et avant d'y aller, j'allais à l'aéroport et quelqu'un m'a téléphoné du Burundi en disant Thomas, tu ne peux pas atterrir à Bujumbura sans être arrêté et acheminer à Kigali. Je me suis dit, c'est grand quand même. J'ai réfléchi. Après, j'ai pris la décision d'y aller. De toute façon, je me suis dit, si je ne vais pas à Bujumbura, si j'ai peur d'aller à Bujumbura, est-ce que j'irai à Kigali? Je suis allé à Bujumbura. J'ai passé 10 jours et je suis revenu. Comme vous voyez, je n'ai pas été emprisonné. Ça m'a permis de rencontrer certaines personnes et de comprendre ce qu'ils vivaient. Aujourd'hui, on va les laisser travailler. Nous, on est contre seulement que Kagame intervienne là-bas. Si vous tous, c'est pas nous seulement, si vous tous, vous pouviez taper sur ça. Dire que Kagame ne devrait pas entrer là-bas. Faire en sorte que Kagame ne dérange pas les Burundais. Les gens qui ont négocié l'arrêt de la guerre et un gouvernement négocié, si j'ose dire, entre guillemets, pendant 10 ans de paix, ils sont capables de trouver encore une solution pour les problèmes aujourd'hui. S'il n'y a pas de force extérieure, comme on en parlait, qui existe aussi, qui voudrait peut-être changer le cours de l'histoire de ce peuple-là. Sinon, au Rwanda, nous sommes des acteurs, nous ne voudrions plus être ceux qui regardent, ceux qui... Des spectateurs, voilà le terme.
Pas seulement des spectateurs, si vous regardez comme un film ou un jeu de foot. Alors on comprend. Il faudrait vraiment qu'on soit des acteurs, essayer d'être... J'aime la politique et je termine. Ce que j'aime de la politique, c'est qu'elle ressemble à la religion. Et elle est plus que la religion. Puisque la politique fait des miracles réellement. Puisque tous les changements qui interviennent dans un peuple, c'est la politique. La politique décide de faire la guerre. La politique décide de faire la paix. La politique décide de changer la condition des pauvres. On ne va pas faire de nos pays des paradis ici sur terre. On a besoin d'un minimum de paix, d'un minimum de sécurité pour pouvoir avancer. Et pas comme vivre un peuple de vaincus, tout simplement un peuple d'esclaves.